majumbani tunakoishi, wenyewe tuelimishane kuhifadhi mazingira. Vyanzo vya maji tuvilinde na kuviheshimu, tuvitunze, tuvipende, hivyo ni vitu muhimu. Bienvenue, chers auditeurs, auditrices, à notre chère émission La citoyenneté, ou soit les citoyens et l'environnement, à la radio Beroya FM, la 105 MHz. Na vitana vetenamu na viwandani chonde chonde, moshi uharibu mazingira na maji taka vile vile si mazuri kwetu sie binadamu. Napiga hatua tukiungana kuyatunza mazingira, afya zetu ziwe salama salimini. Hatua baba na mama, wazee kwa vijana, kuhifadhi mazingira muhimu sana. Kubali, kubali, nchi yetu Tanzania kubali, kubali, mazingira yawe machafu, kubali, kubali, nchi yetu Tanzania kubali, kubali, mazingira yawe machafu. Présentation de cette émission, je suis Denise Kavira Kelwahi qui a accueilli notre invité du jour. Je suis Seti Tsongo, activiste du changement climatique. Seti Tsongo, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Pouvez-vous nous présenter ce que vous faites dans la vie? Et comme je l'ai bien dit, moi je suis Seti Tsongo, je suis activiste du changement climatique. Je travaille pour les changements climatiques, on fait l'éducation environnementale aux écoles, dans la société en général. Mais également, on s'implique aussi dans la gestion de déchets plastiques, toujours pour promouvoir les changements climatiques, mais également la justice climatique. Parce qu'on ne peut pas parler du changement climatique sans devoir parler aussi de la justice climatique. On n'oublie pas aussi notre peuple autochtone, qui sont nombreuses, bien sûr, ici en République démocratique du Congo. Et voilà, on les mobilise, on fait aussi notre part pour qu'ils soient impliqués dans cette histoire du changement climatique, puisqu'ils sont des protecteurs irréversibles. Principalement, vous œuvrez dans quelle organisation dans la ville de Goma? Ouais, je suis coordonnateur d'une organisation dénommée Souja Initiative. C'est une organisation de caractère aussi environnemental qui est réunie par des enfants et des jeunes ici rescapés de la guerre, mais également des catastrophes dues au changement climatique. Eh bien, chers auditeurs, auditrices, nous sommes très heureux d'avoir parmi nous l'un des éducateurs du changement climatique et les éducateurs de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons prévu un très beau thème pour vous où nous voulons parler de l'implication des peuples autochtones dans la protection de l'environnement. Et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui nous dit: les peuples autochtones ont-ils droit à l'éducation environnementale? Tout en vous souhaitant aussi meilleurs vœux et bonne année à tous ceux qui nous écoutent à ce moment. Meilleurs vœux à vous aussi, Seti Tsongo. Meilleurs vœux et meilleurs vœux à tous nos auditeurs. Merci beaucoup. La fois passée, disons à l'année 2024, nous avons introduit notre émission l'éducation environnementale sur d'abord le devoir qu'ont les parents envers leurs enfants à la maison dès le bas âge, pour que les enfants soient éduqués, pour que les enfants aient une notion sur la protection de l'environnement. Les parents doivent commencer dès le bas âge à la maison afin que l'enfant ait la notion d'aller à l'école. Et nous avons dit aussi, quand il arrive à l'école maternelle, les enseignants vont accompagner cet enfant par des notions, des petites notions sur le recyclage des déchets, sur l'assainissement des milieux où ils se retrouvent, sur la protection de l'eau. Nous avons aussi dit que les enseignants à l'école maternelle peuvent utiliser des matériels didactiques avec ce que les enfants utilisent à la maison. Au lieu de jeter, ils peuvent réutiliser ces objets et cela peut aider ces enfants aussi à promouvoir la protection de l'environnement. Nous avons dit aussi qu'à l'école primaire, les enseignants doivent accompagner les enfants
Ils doivent parler aux enfants de la protection de l'environnement, la gestion de la biodiversité et apprendre à la fois à avoir le goût de la nature, avoir le goût de la protection de l'environnement. À l'école secondaire, nous avons dit aussi que les enseignants doivent orienter les pensées des enfants, les choix des enfants qui ont besoin de continuer ou soit d'embrasser les options qui concernent la protection, soit le développement, la gestion de l'environnement. Quand l'enfant lui-même choisit une option de vétérinaire, l'agriculture par exemple, les parents doivent accompagner cet enfant-là et lui montrer que c'est bon pour lui-même et pour la nation tout entière. C'est pourquoi nous avons dit l'éducation environnementale est très importante dès le bas âge jusqu'à arriver à l'université. Parce que quelqu'un qui a fait le vétérinaire à l'école secondaire, arrivé à l'université, il est mieux placé de choisir le tourisme, il est mieux placé de choisir la nutrition, si je peux le dire, et beaucoup d'autres options qui sont devant lui, qui peut lui orienter dans la vie future et il n'aura plus le temps d'aller commander le travail parce que lui-même, il sait que faire dans la communauté face à ce qu'il a vécu durant sa formation. Et le jeudi passé, nous avons parlé de zéro déchet plastique au sein des écoles. Nous avons vu les élèves de l'Institut Saint-Michel, du complexe scolaire Saint-Michel, où le préfet nous a accueillis et les élèves nous ont accueillis. Ils ont très bien parlé des conséquences des déchets plastiques dans leur vie d'apprentissage, dans leur vie quotidienne. Et ils ont pris l'engagement de chaque fois ramasser ou se débarrasser de ces déchets plastiques au niveau de leurs écoles. Ils ont aussi également pris la décision d'emboîter le club de jeunes environnementalistes et nous a rassuré qu'il va créer au sein de son école le club des environnementalistes qui nous a fortifiés, qui nous a beaucoup donné le courage parce que eux-mêmes commencent à s'engager, à s'impliquer dans l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, c'est pour nous tous, c'est pour l'intérêt de tout et chacun, parce que c'est pour notre vie. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha na tunakushukuru sana kwa unaendelea kutufata kunako kipindi chako Kiamkaji na Mazingira. Siku ya leo les peuples autochtones ont-ils droit à l'éducation environnementale? Asante sana kwa swali. Les peuples autochtones ont-ils droit à l'éducation environnementale? Kwangu naweza kusema c'est d'abord une affirmation. Ça c'est vrai, les peuples autochtones ont vraiment droit à l'éducation environnementale. Avant d'avancer, qui sont les peuples autochtones? Souvent on attend peuples autochtones. C'est qui? Ndio, ni huku nakuja. Les peuples autochtones sont en fait... donc, il y a pas mal de définitions, mais je vais donner la mienne. Il y a ceux qui les appellent les indigènes, Wakaji wa Kwanza, les premiers habitants. Mais les peuples autochtones en soi, et pour moi, ce sont bien sûr les premiers habitants du pays, mais également leurs descendants. Ce sont aussi des peuples autochtones. Puisque il y a la plupart des fois, on oublie que les descendants font aussi partie des peuples autochtones. Ce qui met en évidence que les peuples autochtones n'existent pas.
puisqu'on ne compte pas les descendants, on compte que ces habitats-là qui fuient, malheureusement, qui sont conjugués au passé. Et là, ça ne vaut pas vraiment la peine. C'est que les peuples autochtones ne sont pas seulement ces premiers habitats-là, mais il faut faire aussi allusion aux descendants, puisque ça change aussi de génération. Voilà. Et là, pour revenir à la question, est-ce que les peuples autochtones ont vraiment droit à l'éducation environnementale? J'ai bien souligné que ça, c'est vraiment une affirmation. Les peuples autochtones ont vraiment droit à une éducation environnementale parce que ce sont bien sûr les premiers habitats et la plupart d'entre eux ne vivent que dans des forêts, dans des brousses. Et leur manière de faire n'est pas comme cette manière de faire des peuples qui ne sont pas dans la brousse, puisque la plupart des peuples autochtones, ils ne vivent que dans la brousse. Et leur manière de faire, par exemple, on peut prendre un exemple pour expliquer beaucoup plus ou entrer en profondeur de cette question. Nos pygmées, ici en RDC, la plupart ne vivent que dans des forêts, dans des brousses. Et voilà, ils ont leur manière de faire traditionnellement, leur manière de faire, où on dit qu'ils vivent de la chasse, de la cueillette, et que ce sont vraiment des nomades. C'est qu'ils ne sont pas statiques, ils changent de cas à leur voulu. C'est que si ils se disent qu'aujourd'hui on va pas dormir ici et qu'il n'y a pas, voilà, il y a plus de la nourriture, il y a plus de fruits, il y a plus des animaux, c'est qu'il faut changer déjà des cas. Voilà, c'est leur manière de vivre, c'est leur manière de faire, mais sans oublier que ces peuples autochtones, ils vivent dans des forêts et nous, on doit protéger des forêts. Ces peuples autochtones, est-ce qu'ils ne détruisent pas des forêts? C'est aussi des questions à se poser. Ces peuples autochtones, est-ce que il ne faut pas du braconnage? On l'appelle aussi du braconnage, c'est que les peuples autochtones font leur façon, puisqu'on s'est dit qu'ils vivent de la chasse et de la cueillette. Est-ce qu'il ne faut pas du braconnage, les peuples autochtones? Moi, je ne crois pas qu'on qualifie les peuples autochtones à des braconniers. Je ne crois pas, en tout cas. Il faut vraiment mener des recherches là-dessus. Mais moi, je ne crois pas qu'ils soient aussi qualifiés en tant que des braconniers. Mais voilà, les peuples autochtones, par leur manière de faire, moi, je me dis, ils méritent aussi une éducation environnementale pour un peu, tant soit peu, ou mixer, pourquoi pas, leur manière de faire traditionnellement, la protection environnementale, peut-être qu'il est faux même ça le savoir, mais moi je me dis, oui c'est ça le savoir, puisqu'il s'est dit que non, ici on n'a plus d'animaux, ici on n'a plus de fruits, c'est qu'il faut changer de cas. En attendant, il faut changer de cas, il faut sortir ces lieux-là pour aller à une autre, pour que l'autre milieu où ils sont sortis, qui puisse avoir encore cette faune, qui puisse avoir cette verdure. Et moi je me dis, ils ont vraiment droit à cette éducation environnementale pour qu'ils puissent aussi s'adapter très facilement aux catastrophes de la génération. Pensez-vous que c'est parce qu'ils vivent naturellement de la forêt qu'ils doivent être éduqués à l'environnement, ou soit ils ont le droit là d'être éduqués à l'environnement? Moi je me dis qu'ils ont les droits, qu'ils ont vraiment les droits, puisque des générations changent. Et voilà, on entend aujourd'hui le coup de dire du changement climatique, c'est qu'ils ont les droits de savoir, puisque c'est aussi une question internationale. Voulais-je dire, c'est une question de tout et chacun. On peut commettre ici des crimes environnementaux. On peut vraiment polluer ici à Goma par exemple, oui, mais que les conséquences vont aussi s'étendre à Beni, vont aussi s'étendre à Oicha et partout dans des forêts.
Et voilà, je me dis qu'ils ont aussi le droit non seulement d'être éduqués, mais aussi d'être informés en profondeur des questions environnementales, puisque ça concerne en tout cas tout le monde. Ça me touche, ça va droit au cœur. Ils doivent être informés profondément. Oh là là. Malheureusement, ces peuples autochtones ne s'intéressent même pas à l'information. Dit-on qu'il y a des organisations environnementales dans la ville de Goma et partout en République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller consulter ces peuples autochtones et leur parler de l'éducation environnementale dans leur milieu de vie? Pas les ramener en ville pour dire nous avons une formation avec les peuples autochtones, mais dans leur milieu de vie, partant de ce que vous venez de dire ici, ils vivent de la forêt. Ils ne gèrent que rien que la forêt. Alors, est-ce que ces organisations-là, ils ont le temps d'aller vers ces peuples autochtones et leur parler clairement de l'éducation environnementale? Ou soit les journalistes aussi, est-ce qu'ils ont le temps d'en parler dans leurs émissions, dans leurs reportages, dans les journaux? Est-ce que les journalistes aussi racontent ces peuples autochtones pour les informer réellement de ce qu'ils peuvent vivre? Moi, je tiens d'abord à remercier les peuples autochtones de la République démocratique du Congo, ce que moi je les appelle des champions. Ce sont des champions parce que la RDC aujourd'hui, c'est le poumon mondial. Vous imaginez, c'est que ces peuples-là ont aussi traditionnellement protégé l'environnement. Bon, je me dis, puisqu'ils vivent de cet environnement, puisque eux, ils dépendent de cet environnement-là, forestier, là qu'ils vivent. Gloire à Dieu que ça a transformé leur manière de faire, a vraiment été prouvé au monde que ce sont vraiment des champions. On ne reconnaît pas ça, malheureusement. Pourquoi? Parce que on ne s'intéresse pas beaucoup plus aux peuples autochtones de la RDC. Mais moi, je les appelle des champions puisqu'ils arrivent à conserver l'environnement, à mieux conserver nos forêts, à mieux protéger toute cette scène verte et des animaux, puisqu'on a des animaux qui sont vraiment rares, même au monde. Et moi, c'est pourquoi je les appelle en fait les champions. Mais malheureusement, des réalités est que des organisations, moins encore le gouvernement, des journalistes, ils ne s'intéressent pas à ces peuples autochtones. Ce qui m'étonne plus fort, donc, je ne mets ça pas dans ma peau quand on parle des peuples autochtones ou quand on parle de tout l'environnement de la République démocratique du Congo. Moi, je me dis que ce sont eux, d'ailleurs, les meilleurs protecteurs de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'on est reconnu. La plupart des forêts de la République démocratique du Congo sont occupées par des peuples autochtones. Là-dedans, dans des forêts, il y a des peuples autochtones qui vivent dedans. Parfois, ils se heurtent à des braconniers qui sont des peuples ici de villes et de partout. Mais ils font leur défense. Au-delà de ça, ils protègent mieux. Quand on arrive à proclamer la RDC comme pays solution, c'est qu'il y a cette partie-là où il y a la majeure partie d'ailleurs des peuples autochtones, puisque c'est au travers nos forêts, c'est au travers beaucoup de choses en fait, surtout nos forêts, que nous sommes pays solution. C'est que malheureusement, il y a ces gens qui se prononcent au nom des peuples autochtones, ça prouvait en soi, ou soit, moi je me dis d'ailleurs, c'est cracher aux mémoires de ces peuples autochtones-là, puisque en soi, je tiens aussi à dire que je visitais, il y a pas même 2 mois, je visitais, j'ai été en visite dans le parc national, au bord du parc national de Virunga, où je trouvais des peuples autochtones, pygmées, à Beni, à Oicha. J'ai pu parcourir, au moins j'ai eu le temps de les écouter, j'ai eu le temps de leur savoir comment est-ce qu'ils vivent, leur manière de faire des choses, qui sont malheureusement aussi ces peuples autochtones qui sont aussi
des déplacés internes, mais ici, dans des forêts. Pourquoi? Puisqu'il y a la guerre, il y a à Ben notamment, il y a les ADF qui sont en train de massacrer des gens et que les peuples autochtones aussi malheureusement sont pris dans leurs pièges et qui ne savent pas comment s'y prendre face à ces situations. Et que ces peuples autochtones-là, avec leur manière de faire, on se rend compte qu'il n'y a pas des organisations, il y a les rejets de la part des organisations, de la part de l'État, moins encore des journalistes, qui ne s'approchent pas de leur réalité, de leur savoir. Et là, ça nous étouffe. Ça nous étouffe, nous aussi, puisque je me dis, dans la grandeur, comme on est proclamé pays solution, et que dans la profondeur, on s'est dit, ce sont les peuples autochtones qui vivent des forêts et qui vivent dans des forêts. Qui sont des gardiens. Voilà, qui sont vraiment des gardiens. C'est que c'est eux qui font la majeure partie, qui gèrent la majeure partie dans nos forêts. On dit que nous avons aussi des forêts vierges, voilà, qui sont là-dedans et qui les gardent toujours. Et pour rebondir là-dessus, c'est que ce sont ces peuples autochtones qui jouent le rôle qui est vraiment important et qui est crucial. Et dans la sagesse, comme je voulais dire, c'est que nous aussi, on devrait apprendre beaucoup plus de ces peuples autochtones, voilà, pour aussi voir comment est-ce qu'on peut changer, voir comment est-ce que nous, à notre niveau aussi, on peut améliorer notre manière de faire pour que ça soit vraiment merveilleux comme ces peuples autochtones les font dans vous voulez parler de la complémentarité, ceux qui ont la science et ces peuples autochtones qui ont la théorie et la pratique, on puisse les marier ensemble pour qu'on puisse garder cette stature-là de pays solution. Voilà, c'est dans cet angle d'idée que je voulais vraiment aller, parce que les peuples autochtones ont leur manière de faire traditionnellement les choses et le monde le prouve que ça marche, puisqu'on est un pays solution. C'est que nous aussi, on devrait beaucoup plus apprendre d'eux pour savoir et nous aussi leur montrer ce qu'on sait. Et cet échange d'expérience, je crois que c'est d'ailleurs les peuples ici qui ne sont pas autochtones, voilà, qui devraient en bénéficier beaucoup plus, puisque ces peuples autochtones gagnent déjà et ça prouve leur manière de faire, prouve des réalités que voilà, on est un pays solution et que ça marche dans leur manière de faire. Oui, c'est Tongo à la COP 16 sur la biodiversité tenue au Brésil. On a beaucoup parlé des rôles que jouent les peuples autochtones dans la protection de la biodiversité, dans les sauvegardes de l'environnement. Malheureusement, ici chez nous en RDC, les peuples autochtones sont ignorés. Ils sont placés en un second lieu pour être consultés dans des négociations sur la protection de la biodiversité, dans des négociations sur la protection de l'environnement. C'est très dommage quand on continue à taper sur la table en disant que nous sommes pays solution pendant qu'on ne considère même pas les efforts fournis par ce premier occupant de la forêt, fournis par ces gardiens de la forêt qui aujourd'hui prouvent au monde entier que la RDC a un potentiel capable à nourrir le monde entier par l'oxygène. C'est vraiment dommage. Vyanzo vya maji tuvilinde na kuviheshimu, tuvitunze tuvipende, hivyo ni vitu muhimu. Na baharini tusiende kutupa takataka, tuwache samaki waringe nyumba yao ya maisha. Wavuvi pia mjifunze kuacha uvuvi haramu, mabomu ya nini kwenye maji kama mna vita na Vietnam na viwandani chonde chonde, moshi uharibu mazingira na maji taka vile vile si mazuri kwetu sie binadamu. Napiga hatua tukiungana kuyatunza mazingira, afya zetu ziwe salama salimini. Hatua baba na mama, wazee kwa vijana, kuhifadhi mazingira muhimu sana. Kubali nchi yetu Tanzania, kubali. Oui, DJ Azeo.
Muimbaji wetu anasema usikubali mazingira iharibike. Je, wewe ambaye umesoma, umefunzwa, una elimu, unalinda mazingira yako namna gani? Tuko karibu na Lac Kivu, tuko karibu na Parque de Virunga, vile ya Goma banaita ville touristique. Wewe personnellement inakuambia unalinda mazingira namna gani? Pour ceux qui ne comprennent pas le Kiswahili, je suis en train de dire quelle est ton implication personnelle dans la protection environnementale, dans la protection de notre environnement. Nous sommes entourés par plusieurs richesses en RDC. Nous sommes entourés par le lac Kivu. Nous sommes entourés par le parc national de Virunga. Et la ville de Goma est appelée ville touristique. Qu'est-ce que toi tu as fait comme contribution pour protéger l'environnement? Qu'est-ce que tu as fait comme contribution personnelle pour lutter contre la pollution dans la ville de Goma? Nous rappelons juste que chacun a son devoir de protéger l'environnement, de protéger notre ville touristique. Le mot Goma que nous devons protéger, l'éducation des peuples autochtones. Est-ce qu'ils ont droit à accéder à l'éducation environnementale? Avec notre expert chercheur, il vient de nous dire que les peuples autochtones ont droit à l'éducation environnementale parce que l'État congolais reconnaît qu'ils sont aussi des Congolais, sont des Congolais d'origine. Ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à la protection, ils ont droit à la vie, ils ont droit de jouir de la richesse qui est sur la terre congolaise. Alors ils ont droit à l'éducation environnementale. C'est Tongo, quelle est l'importance maintenant de l'éducation environnementale qu'on peut donner aux peuples autochtones? Souvent on dit les pygmées, toi aussi ces gens-là, les pêcheurs là dans les lacs Kivu, ils sont habitués avec leur vie là-bas, laissez-les. Quelle est l'importance de l'éducation environnementale à ces gens? Comme je l'ai dit précédemment, et que ces peuples, ce sont en fait des champions, puisque c'est eux, Joe Veni Wanatufikisha jusqu'à ce point, disant que nous sommes pays solution. Parce qu'ils ont aussi gardé, ils ont aussi préservé, ils ont aussi conservé notre environnement. Ils ont droit, puisque l'évolution du changement climatique, ça vient en tout cas avec lourdeur, ça vient avec des tons qui sont vraiment forts. Ce que ces gens, moi je me dis, ce n'est pas même une redevabilité, c'est vraiment un droit pour eux d'être éduqués ou d'être informés beaucoup plus sur cette question environnementale. Avec tous ces effets qui sont vraiment durs du changement climatique, et ils ne vont que subir les conséquences, puisque eux ils préservent, parce qu'ils vont subir des conséquences. C'est qu'il faut cette capacité-là, il faut leur donner cette capacité de savoir aussi comment est-ce qu'ils vont gérer, puisque s'ils se multiplient, c'est un peuple, ça peut s'arriver qui se multiplie, parce qu'ils vont aussi modérer leur manière de faire. Pourquoi? Parce que l'environnement, le changement climatique, ça s'accentue. C'est que eux aussi vont modérer leur manière de faire parce qu'ils auront cette information que les choses ne vont pas bien, c'est qu'il faut bien préserver, il faut aussi faire ça. Comme on l'a dit avec eux dans notre tournée. Donc, ils ont eu même cette capacité de commencer à planter les arbres. Au départ, ils ne le faisaient pas. Oui. Ils arrivaient juste à manger et jeter quelque chose. Okay. Et que ça va pousser d'elles-mêmes là-bas. Ils vivent des ramassages, des cueillettes, des chasses. Mais aujourd'hui, ils arrivent à manger, par exemple, un avocat. Après avoir mangé, ils vont planter ça. Wow. Ce qui ne faisait pas, donc ce qui n'était pas accoutumé à leur sens. Oui. Ils n'arrivaient qu'à manger et à jeter. Si ça pousse, si ça ne va pas pousser,
Donc, Ce il n'est s'est plus leur méfié, problème. voilà, il Ouais. s'est méfié de ça. Mais voilà, le peuple aujourd'hui, là qu'on a passé après cette petite éducation environnementale, ils ont pris compte de ça. Et même, ils sont des déplacés internes à cause de la guerre, à cause des massacres à Beni. Et là, ils se sont dit, bon, voilà, on est dans notre camp de déplacés. C'est difficilement qu'on arrive à trouver des fruits. On leur a dit, voilà, c'est difficilement. C'est qu'il y a beaucoup des intempéries aujourd'hui. Au-delà des changements climatiques, il y a aussi ces effets de la guerre qui obligent déjà à quitter leur milieu, ou soit ces catastrophes dues au changement climatique, et aussi peuvent obliger déjà à quitter leur milieu. C'est que c'est vraiment important d'éduquer surtout les peuples autochtones, puisqu'ils peuvent leur arriver qu'il y a un changement vraiment, par exemple les cyclones, ce qui s'est passé la fois dernière dans l'Amazonie. Par exemple, les cyclones, ou soit ces vents violents, et que ça les emporte jusqu'à X en 3. Et là, il faut qu'ils survivent. Mais comment ils vont survivre si ils n'avaient pas cette habitude-là de planter des choses par-ci, par-là, où ils passaient, puisque ce sont des nomades. Oui. S'ils sont ces milieux, c'est qu'il faut qu'ils se garantissent que dans ces milieux où ils viennent de sortir, ils ont laissé quelque chose où après, je ne sais pas moi, 5 ans, puisqu'ils marchent vraiment dans la forêt, après 5 ans, après 10 ans, ils peuvent revenir dans cet même endroit et trouver des choses qu'ils avaient plantées. C'est que c'est très important qu'ils apprennent l'éducation environnementale pour qu'ils s'adaptent aussi d'une manière ou d'une autre. Voilà, chers auditeurs. Ce que cette veut dire, pour qu'ils s'adaptent, souvent les scientifiques utilisent des mots que nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que l'adaptation au changement climatique, la résilience au changement climatique, tout ça c'est quoi? Ça vient faire quoi dans la vie pratique? Voilà ce que Songo vient de nous expliquer ici. Cette nous montre clairement que l'adaptation au changement climatique, l'adaptation, c'est une éducation, une nouvelle habitude par rapport à ce que nous avions avant que les changements viennent, avant qu'on ait une perturbation dans notre façon de vivre. Autrement dit, ce sont des solutions basées à la nature. Ils ont trouvé qu'il n'y a plus moyen de manger, de trouver les avocats. Ils ont planté. Et pour garder cet avocatier, il faut faire quoi? Il faut veiller sur l'arbre fruitier qui est déjà là. Parce qu'avant, ils n'avaient pas cette habitude-là. Ils étaient là dans leur milieu où ils ont tout oublié que ces pratiques peuvent exister. Et qu'un jour, ils peuvent arriver à manquer ce qu'ils avaient en abondance. La résilience au changement climatique. Et voilà, ils sont aussi en train de prévoir quelque chose pour l'avenir de demain. Pendant qu'on sait, avant, quand ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que quand les pygmées trouvaient à manger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils gardaient pour la génération future? Non. Nos pygmées, ici à RDC, bon, c'est que moi, je visitais... Oui, c'est que tu as vu quand tu étais sur le terrain. Parce qu'ils n'ont pas vraiment cette habitude donc, ils savent qu'ils vivent ou qui dépendent de la nature et que la nature leur donne tout. Voilà. C'est pourquoi j'ai bien souligné qu'il faut vraiment qu'ils apprennent ou qu'ils soient éduqués donc de la gestion environnementale et tout ce qui va avec. Pourquoi? Puisque c'est là que moi je visitais ce que eux, ils savent que demain, ils vont trouver à manger. Ouais. À tout prix, ils vont trouver à manger. Ce qu'ils vont finir, s'ils trouvent à manger aujourd'hui, il faut qu'ils finissent d'abord tout, absolument tout. Et demain, ils vont se débrouiller. Ils savent que la nature pourra leur donner d'autres choses. Voilà. Ce qui ne pourra pas marcher avec la pollution actuelle qui est vraiment accentuée, c'est que la déforestation. Voilà, la déforestation et tout ce qui va avec, c'est qu'ils vont se trouver à un certain temps où ils n'arrivent pas à trouver des choses et qu'ils ont tout fini aujourd'hui et demain ils n'arrivent pas à trouver. Pour leur adaptation ou soit leur résilience, il faut qu'ils apprennent aussi à modérer
comment à modérer des choses. S'ils trouvent aujourd'hui qui savent que non, ça je peux réserver pour demain, et ça je peux consommer ça aujourd'hui, et ça je ne dois pas couper puisque ce n'est pas encore trop mûr, et beaucoup de choses du genre retrouver leur résilience ou leur... Pensez-vous que l'éducation des peuples autochtones aura une valeur à ajouter ou soit un impact sur leur vie, sur la vie de tout Congolais et sur la vie du monde entier? Cette éducation-là aura une valeur ajoutée? Oui, cette éducation, c'est très important, puisque cette éducation pourra permettre de nous relayer sur une autre échelle. Aujourd'hui, on est pays solution et qu'il n'y a pas, bien sûr, on garantit au monde l'oxygène, ce qui peut diminuer par l'accentuation des pollutions qui sont faites jusqu'à présent. Parce que l'éducation environnementale aux peuples autochtones ou aux pygmées pourra permettre aussi leur non seulement adaptation, mais ils vont revoir leur manière de faire les choses, disant que non, à ce niveau, on ne doit pas, par exemple, couper ça et ça et ça et ça, ou après qu'on ait coupé ça et ça, et qu'ils vont encore, puisque ce sont des nomades, ils vont se déplacer à un autre endroit, qu'ils puissent laisser une génération là-bas. Parce qu'on dit que nous aussi on respire des arbres que nos pères avaient plantés. D'accord. Parce que ça prend beaucoup de temps pour que l'arbre devienne vraiment un arbre présentable. Oui. Parce qu'il faut laisser aussi quelque chose pour le futur. Mais moi je me dis ce ne sera pas seulement pour le futur, mais pour tout le monde en fait. Non seulement pour notre bien-être ou notre santé en tant que Congolais, mais aussi pour le bien-être de la planète, le bien-être du monde entier. Et il faut vraiment à tout prix s'investir dans l'éducation environnementale des peuples autochtones, puisque c'est très important. Ces peuples, ce sont vraiment des champions, surtout le peuple de la RDC que je salue, et que l'État s'implique fortement dans leur implication et dans leur sécurité. Je pense qu'ils font vraiment une politique qui sera très mûre pour la sauvegarde ou l'implication de ces peuples autochtones qui sont aujourd'hui laissés, qui sont aujourd'hui ignorés non seulement par l'État, mais également par des communautés d'ici. Nous disons merci, vous avez été très nombreux à suivre notre émission. Nous mettons beaucoup plus d'accent sur l'éducation environnementale. Notre thème d'aujourd'hui, nous voudrions savoir si réellement les peuples autochtones ont-ils le droit à l'éducation environnementale. À la présentation de cette émission, j'étais Denise Kavira Kelwahi qui a accueilli aujourd'hui. C'est Titsongo. Kuyatunza mazingira ni wajibu wa kila Mtanzania, tena bila kufosiwa. Majumbani tunakoishi wenyewe tuelimishane kuhifadhi mazingira. Vyanzo vya maji tuvilinde na kuviheshimu, tuvitunze tuvipende, hivyo ni vitu muhimu. Na baharini tusiende kutupa takataka, tuwache samaki waringe nyumba yao ya maisha. Wavuvi pia mjifunze kuacha uvuvi haramu, mabomu ya nini kwenye maji kama mna vitana Vietnamu.